Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âme profonde. Dans le parcours flammes jumelles, il y a un moment que beaucoup de chasseurs vivent avec douleur, celui où ils réalisent que leur autre n'est pas lui-même et semble porter un masque. Le runner paraît froid, distant, insensible, voire indifférent, alors que, paradoxalement et intuitivement, on ressent chez lui quelque chose d'intense, de profond, d'enfui. Ce décalage déroutant entre ce qu'il montre et ce qu'il est, comme s'il portait un masque, est ce que l'on appelle, en psychologie, le faux self. Le faux self est un mécanisme de survie hérité de blessures anciennes qui se réactivent puissamment face à l'intensité du lien. Un faux self, non pour tromper, mais pour ne pas s'effondrer. Alors ce concept, bien avant d'être utilisé dans le milieu spirituel et surtout dans le concept de flamme jumelle, est issu de la psychanalyse. Il désigne une construction de protection psychique, une façade développée très tôt dans la vie d'un individu pour s'adapter à un environnement perçu comme dangereux, inadéquat ou insécure. De manière plus vulgarisée, c'est une sorte de masque de protection, un personnage ou un avatar façonné dans l'enfance pour survivre à un environnement hostile qui devient, à l'âge adulte, un véritable mur entre soi et l'amour. Et en effet, chez le runner, cette façade peut devenir une armure contre l'amour, contre la vulnérabilité et contre l'éveil. Non pas par choix, mais par réflexe de survie. Alors, d'où vient le concept de faux self? Le concept de faux self a été théorisé par Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique dans les années 60. Il observe que lorsqu'un enfant ne peut pas être accueilli dans ses émotions profondes, quand il est jugé, rejeté ou ignoré, il développe un masque adapté pour conserver l'amour de ses figures d'attachement. Donc, ce moi de remplacement, donc cet avatar, est façonné pour répondre aux attentes des autres et l'enfant devient ce qu'on attend de lui. Il devient comme invisible ou devient silencieux pour ne pas déranger. Il devient plus calme, plus sage pour essayer de ne pas déclencher de colère chez les parents ou l'un des deux parents. Parfois, il va devenir plus performant pour être valorisé. Il va essayer d'être l'enfant qui fait plaisir à ses parents. Il va aussi apprendre à ne pas faire de vagues parce qu'il ne veut pas déranger. Et aussi, surtout, ce qu'on lui reproche aussi, c'est d'apprendre à ne pas exprimer ses besoins trop forts. Mais cette adaptation se fait au détriment du vrai soi, de son âme. L'âme, celle qui ressent, celle qui doute, celle qui pleure et celle qui aime. Le faux self devient alors un système de défense, son masque devient un mécanisme de survie, un filtre entre le monde intérieur et extérieur. Et parfois même, ce masque devient toute l'identité de la personne. À l'âge adulte, cela donne des personnes très fonctionnelles extérieurement, mais déconnectées de leur corps, de leurs réels besoins, de leurs envies et surtout de leurs émotions. Alors, dans quels schémas familiaux le faux self émerge-t-il? Le faux self se développe souvent donc dans des environnements où être soi est dangereux ou douloureux. Je vais vous donner quelques contextes typiques où on peut retrouver des personnalités avec un faux self qui est plus conséquent que la moyenne, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez notre runner. Alors souvent, l'enfant grandit dans un contexte où il y a eu de la violence physique ou psychologique et l'enfant apprend à devenir invisible ou à jouer un rôle pour éviter les coups ou les crises. Il peut aussi évoluer dans un contexte où les parents sont narcissiques. Donc l'enfant va devenir une extension du parent. Il va apprendre à sourire, à performer, à plaire, mais
au final, ne sait plus ce qu'il veut vraiment et qui il est vraiment. Ça peut être aussi des contextes d'inceste ou d'abus sexuels. Alors, dans ces cas extrêmes, le vrai soi est profondément dissocié et le trauma va faire que, le faux self devient parfois un autre qui porte la vie à sa place. Donc c'est-à-dire que l'enfant va se créer un avatar, parfois même le nommer. Encore un autre contexte, celui de la parentification, c'est-à-dire quand l'enfant doit s'occuper de ses parents émotionnellement, car les parents sont défaillants. Là, l'enfant endosse des responsabilités qui sont trop lourdes et apprend à ignorer ses propres besoins. Et pour terminer aussi, il y a un contexte où il y a une certaine négation des émotions. Les émotions ne sont pas reçues par les parents et on entend ce genre de phrase, d'ailleurs on l'a tous plus ou moins entendu: «Ne pleure pas, sois fort, arrête de faire ton intéressant», et ces phrases répétées en boucle sapent la base du vrai soi émotionnel. Dans ces différents contextes, donc, montrer sa sensibilité, ses besoins, sa vérité, expose à un danger. Alors, on se cache, l'enfant se cache, et plus l'enfant se cache, plus il se perd. Donc, pour revenir au faux self dans la psychologie clinique, donc, le faux self n'est pas une pathologie en soi, mais c'est un symptôme de déséquilibre interne. On le retrouve dans plusieurs profils ou contextes. Donc on va retrouver ça souvent chez les personnes qui ont des troubles anxieux, où le contrôle de l'image sert à éviter le rejet. On retrouve ça aussi chez les personnes qui ont des troubles de l'attachement, comme chez les personnalités évitantes, donc le runner, ou des personnalités ambivalentes, c'est-à-dire avec un style d'attachement désorganisé. Ensuite, on va retrouver ça chez les personnes qui ont une dépression cachée, c'est-à-dire que la personne va fonctionner, mais intérieurement, elle est vide. Donc du coup, là, elle va se créer son faux self, elle va jouer un rôle pour que, devant les autres, elle ne perde pas la face, mais intérieurement, elle est complètement vidée. Ensuite, on peut retrouver ça aussi chez les personnes qui ont une sorte de syndrome de la performance, qui sont perfectionnistes à l'extrême ou dans une suradaptation sociale. Ces personnalités vont compenser un profond sentiment d'insuffisance avec leur faux self. Ensuite, on retrouve aussi ça chez les états de burn-out émotionnel, donc chez les personnes qui vont tenir bon jusqu'à l'épuisement. Et pour finir, chez les personnalités qui sont dépendantes, qui ne savent pas exister sans une validation extérieure. En dehors de ces différents contextes, donc qui sont plutôt assez récurrents, on fait tous partie, je pense, d'un de ces items que j'ai cités avant, entre dépression, burn-out, personnalité dépendante ou un peu de perfectionnisme ou des troubles anxieux, troubles de l'attachement. Moi-même, j'ai eu du trouble anxieux durant des années avant ma nuit noire de l'âme. Et évidemment, j'ai utilisé un faux self jusqu'à temps que je m'éveille. Voilà, mais bon, ils sont plus ou moins marqués selon les personnalités. Et pour finir, donc, on peut retrouver aussi des faux selfs qui sont beaucoup plus conséquents chez certaines personnes qui ont des pathologies un peu plus profondes, comme par exemple des troubles de la personnalité borderline. Alors, les traits borderline, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez facilement chez les runners. Chez ce genre de personnalité, le faux self est souvent instable, en perpétuelle mutation, parce qu'il va masquer une blessure identitaire assez majeure. Le faux self peut être très marqué, donc par une image de soi instable, avec des changements de comportement plus soudains, un sentiment de vide permanent chez la personne et une alternance entre séduction, rejet, fusion ou panique. Donc chez ces profils, le faux self est très instable, il est contradictoire, car il cherche désespérément à protéger un moi profond perçu comme inacceptable. On peut d'ailleurs entendre ce genre de paroles chez certains runners, en tout cas moi chez le mien je l'ai déjà entendu, donc avec un faux self qui est très marqué.
Comment peux-tu aimer un monstre comme moi? Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je comprends pas que tu puisses tomber amoureux de quelqu'un comme moi. Tu mérites beaucoup mieux. Je suis pas quelqu'un de bien pour toi. Voilà, et cetera, et cetera. Donc, pour en revenir à un sujet que j'ai relevé sensiblement juste avant, est-ce que tout le monde a un faux self? Et la réponse est oui. Évidemment, on a tous un faux self à des degrés divers. Dans notre société, on apprend tous à adapter notre comportement selon le contexte. On ne parle pas, par exemple, à un supérieur hiérarchique comme à un ami, on ne montre pas ses failles à tout le monde, et cette capacité à moduler nos réactions est plutôt saine, tant que l'on reste connecté à son centre. Malgré tout, on joue quand même un rôle dû aux différents schémas sociétaux. Le problème, c'est quand cette adaptation devient notre seule manière d'exister, quand on ne sait plus qui l'on est vraiment sans ce masque, quand l'on vit pour être validé plutôt que pour être vrai. Et on peut retrouver ça, par exemple, chez les personnalités politiques qui finissent par jouer et être leur propre rôle, en fait, où ils se sont vraiment déconnectés de leur âme et ils sont complètement dans un rôle qu'ils jouent en permanence. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression d'être toujours dans une série Netflix. Donc maintenant, je vais parler un petit peu plus du faux self du runner. Alors, le runner yin est un être hypersensible, profondément sensible, intuitif et un être qui est très profond. Mais cette sensibilité a été vécue comme une menace dans son enfance. Et il a appris très tôt que montrer sa sensibilité était très dangereux. Il a donc dans l'enfance appris à la cacher, à la déformer, à la nier et à se couper de son ressenti pour survivre émotionnellement. Face à un parent instable, intrusif ou froid, il lui est devenu indispensable de se dissocier, c'est-à-dire de couper la connexion entre l'émotion et la conscience. Alors, cela va donner un adulte qui peut sembler froid ou distant, qui a des discours logiques pour nier le lien, comme ce n'était qu'un moment, tu t'es imaginé des choses. Ça va être un adulte aussi qui va avoir un mode de vie souvent cadré, qui va être sécurisant, voire très routinier, parce que sortir de sa zone connue ou sa routine, ça fait peur en fait, c'est déstabilisant. Ça va donner un adulte qui ne tolère pas la perte de contrôle émotionnel et qui ne supporte pas d'être vulnérable face à quelqu'un. Mais au contact du lien flamme jumelle, tout s'effondre. Le vrai soi, ou l'âme, longtemps enfoui, veut émerger. Il est l'heure. Et le runner est attiré, touché, secoué, mais aussi terrifié par cette rencontre. Il est profondément bouleversé par le lien, mais il est incapable de se l'avouer. Et c'est là que le faux self va se renforcer de plus belle. Il va donc minimiser le lien, il va s'éloigner brutalement, prendre de la distance, physique et émotionnelle. Il va se réfugier dans le mental, dans la logique ou dans des comportements d'évitement. Il va incarner un rôle, celui du fort, du détaché et du rationnel. Alors, parfois, ce rôle, ce faux self, prend tellement de place qu'il en devient un personnage parallèle. Certains runners, qui ont un faux self très conséquent, en viennent à nommer ce faux self comme un ego dissocié, comme mon runner. Ils ne savent plus très bien où commence leur vrai soi. Donc, au final, le faux self, c'est un grand mensonge. On ne sait plus vraiment qui l'on est à force d'avoir ce faux self. Ça implique en fait souvent une forme de mensonge chronique. C'est pas forcément intentionnel, mais plutôt structurel. Ce n'est pas mentir pour manipuler, mais c'est mentir pour survivre. Alors, on va mentir sur ce qu'on ressent vraiment, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on croit être. Et au final, c'est là qu'on se rend compte que tout le monde a un faux self, évidemment à des degrés différents. Et c'est là qu'on se rend compte que être authentique, c'est pas si facile que ça. Et quand on avance en conscience, même quand on avance en conscience, parfois on a encore des petites réminiscences de ce faux self qui reviennent selon la situation vécue. Donc, à force, quand on est dans ce faux self,
en tout cas chez le runner, le mensonge va se généraliser. Il va devenir ce qu'il croit devoir être et il va devenir étranger à lui-même. Donc chez le runner, cela peut se traduire par une vie parfaite, mais creuse, en tout cas aux yeux des autres. Elle va être parfaite aux yeux des autres. Un travail, une relation tierce, des habitudes, des projets d'enfants, de mariage, pour que tout semble parfait aux yeux de la société, que tout semble en ordre, pour qu'ils se sentent sécurisés émotionnellement et pour faire partie de cette norme. Donc. Mais quand on y regarde de plus près, il n'y a pas de vérité, ni d'authenticité. On y voit des relations témoins, une maison témoin, un foyer témoin, une pièce de théâtre qui souvent finit de manière dramatique. Évidemment, le lien flamme jumelle va venir bouleverser cette illusion, faire vibrer ce château de cartes que le runner s'était construit, parce que le chaser fait vibrer ce qui est vrai. Mais tant que le runner est dans le faux self, il n'a pas les outils pour gérer cette intensité. Alors, la différence entre le faux self et l'ego. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, évidemment, l'ego, c'est l'image de soi. Il organise notre personnalité, il n'est pas mauvais en soi, il nous a construits étant petits, il nous a protégés, il structure, il filtre. Mais le problème, c'est quand l'ego devient une prison, un rôle figé. On pourrait dire en fait que le faux self, c'est une forme extrême de l'ego de défense. Ce n'est pas l'ego de surface, celui qu'on a tous, je suis comme ci, je suis comme ça, mais plutôt un moi de remplacement qui va être construit pour éviter le rejet ou la douleur. Et plus le lien flamme jumelle active la vérité, plus le faux self se sent menacé et donc plus l'ego va lutter. Et cette lutte va se manifester chez le runner par des contradictions dans les discours, une dissonance entre l'énergie et les actes. Ça, on le ressent tout de suite, nous, chez eux. On va vraiment voir à travers tous ces masques. On va ressentir que entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est complètement à l'antithèse. On va pas comprendre toujours tout ce qu'il dit, la communication va se complexifier parce que du coup, il va être toujours dans des contradictions ou des prises de non-décision, de non-choix. Et ça peut aussi se manifester par une sensation de froid intérieur chez le runner. Alors évidemment, le lien flamme jumelle va agir comme un révélateur brutal. Il va mettre en lumière ce que l'on tente de cacher, enfin ce que le runner tente de cacher, de fuir, de contrôler. Et pour celui-ci, c'est un tsunami intérieur. Et vraiment, il peut vivre cette phase comme une crise identitaire. Qui suis-je? Pourquoi ça me fait autant d'effets? Pourquoi je réagis aussi fortement? Évidemment, ce lien va le renvoyer à sa sensibilité qu'il a toujours niée, à ses émotions qu'il a refoulées, à sa peur d'être aimé et d'aimer pour de vrai, parce que le runner a surtout peur d'aimer, à son vide existentiel, et ça va être insupportable pour son faux self. Alors, il va se défendre par ce qu'on connaît, c'est-à-dire par la fuite, par le silence, par la minimisation du lien, par des comportements d'évitement avec des tierces, des distractions, de l'isolement. Mais ce n'est pas de l'indifférence venant de sa part, c'est un mécanisme de survie. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et face à cette intensité, le runner va vraiment sentir son identité qui va vaciller, il va paniquer, il peut s'effondrer intérieurement, son corps va réagir par des douleurs, des fatigues inexpliquées, des insomnies, et évidemment, il va renforcer son faux self dans un réflexe de survie. Mais évidemment, le lien flamme jumelle va chercher l'ego dans tous les détails, parce que le runner va s'accrocher encore plus à son faux self, et plus il va s'y accrocher, et plus le mal-être va s'installer. Le lien va devenir insupportable pour lui, parce qu'en fait, il devient trop vrai, trop réel, et son âme est en train de vouloir ressortir. Nous, en tant que chaser, on peut repérer le faux self du runner, donc par des incohérences entre les mots et les actes, comme j'ai dit un petit peu plus haut. On va voir qu'il a une façade qui est ultra contrôlée,
Il va avoir une tendance à éviter les conversations profondes. Il va avoir ce besoin d'être parfait, d'être irréprochable, parce qu'évidemment, le runner a souvent une grosse blessure de culpabilité et il a une blessure de rejet qui est énorme, donc il va tout faire pour ne pas être rejeté. Donc il va jouer le rôle de la personne qui est irréprochable et qui va être parfaite, qui rentre dans les cases, qui a besoin de règles. Et on peut aussi le repérer par un vide émotionnel qu'on ressent dans sa présence. Moi, j'ai l'impression, par exemple, quand je suis en échange avec mon runner, je vois son regard parfois qui est complètement, mais vide, 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 vide. Et donc, paradoxalement, parfois, le runner aussi, on peut le voir en colère face à son chaser parce que l'authenticité que lui renvoie son chaser est insupportable. Ça le dérange, la vérité du chaser le dérange et ça le met face à sa propre dissonance. Alors, c'est vraiment un mécanisme psychique qui est vraiment très fragile. Comme je disais plus haut, c'est vraiment comme un château de cartes qui peut s'effondrer à la moindre secousse. Et donc, nous, en tant que chaser, on doit quand même faire attention à ça parce qu'il y a des égos, ou du moins des faux selfs, qui sont très, très fragiles. Et souvent, nous, chasers, bulldozers qu'on est, dans la première partie de parcours, on a toujours tendance à vouloir confronter le runner. Une fois qu'on a compris que le runner commençait à prendre la fuite, on va rentrer dans notre blessure d'abandon et de trahison et on va vouloir confronter le runner, on va chercher à lui faire ouvrir les yeux et cela peut créer, à cause de notre manière d'insister bien trop conséquente, ça peut créer une décompensation chez certains qui ont un faux self qui est très conséquent. Ça peut arriver donc en début de parcours quand le chaser est donc dans toutes ces blessures qui sont complètement béantes. Donc, psychologiquement, c'est comme si le runner était poussé à avoir une partie de lui-même qu'il n'a jamais pu affronter jusque-là. Donc, imaginez, c'est toute une vie qui s'est construit autour d'un avatar et du jour où il rencontre son chaser, le chaser voudrait que le runner soit authentique. Et ça, pour le runner, c'est juste pas possible. Il est en incapacité émotionnelle et il n'est pas conscient en fait pour pouvoir réaliser en fait qu'il a joué un rôle toute sa vie. Donc, chez le runner, ça peut générer des crises d'angoisse, des épisodes de dissociation. Ça peut générer aussi un repli brutal ou carrément une coupure du lien. Là, il peut carrément ghoster et couper le lien parce que ça va être trop violent pour lui. Et ça peut aussi générer donc une sensation de danger vital. Vraiment, si le runner est quelqu'un d'angoissé, de très angoissé, il peut avoir des angoisses de mort, des angoisses existentielles. Donc, c'est un peu comparable, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, à forcer une personne à éveiller sa conscience spirituelle sans que celle-ci soit prête. Le système peut s'effondrer, le corps se crispe et l'esprit se referme. Il faut bien prendre conscience qu'on ne parle pas à un adulte autonome émotionnellement, mais à un enfant qui est blessé et qui se cache dans un costume d'adulte. C'est ça le runner. Donc, vouloir le réveiller, le secouer, c'est risquer de lui faire vivre une rupture intérieure encore plus profonde. Et c'est ça qui va faire qu'il va prendre la fuite, en fait. C'est vraiment trop violent pour lui. Donc, parfois même, ça peut amener, comme j'ai expliqué, à une dissociation et un retrait total du lien. Donc, que peut faire le chaser donc, dans ces moments-là ? Le chaser, face au faux self du runner, donc ne peut ni forcer la prise de conscience, ni sauver l'autre de lui-même. Alors ça, on l'apprend très vite à nos dépens, en général. Mais par contre, on peut devenir un espace dans lequel l'autre n'a plus besoin de se cacher. Et ça, c'est un cadeau immense. Donc voici quelques clés pour offrir cet espace de transformation. Donc, chaser, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, le plus important, c'est de te recentrer et de revenir à ton propre vrai soi.
Donc, c'est cesser d'agir pour obtenir quelque chose en retour. C'est cesser d'attendre une réaction, une validation, une reconnaissance de son runner. C'est aussi apprendre à exprimer ce que tu ressens, mais pour toi, pas pour être entendue, comprise ou réparée. C'est important. Ensuite, chez Heure, donc tu peux apprendre à apaiser ton besoin de contrôle ou de validation. Donc là, on est sur la blessure de trahison. Donc, c'est important de travailler sur tes blessures qui te poussent à exiger des réponses. Demande-toi qui suis-je sans cette quête d'explication, sans cette obsession de réparer. Sois vrai, même si l'autre ne te voit pas, sois vrai au moins pour toi. Donc, c'est le moment de travailler sur ton yang déséquilibré, de retravailler un peu plus sur ton yin et sur ton féminin sacré. Troisièmement, donc, couper l'attente énergétique. Parce que chaque pensée d'attente est un fil qui tire sur l'autre. Donc, ramène ton énergie à toi, recentre-toi et rentre chez toi, en ton cœur, intérieurement. Quatrième tips, donc, c'est une incarnation silencieuse. Vis dans ta vérité. Incarne ce que tu aimerais que l'autre découvre en lui. Pas par des discours, mais par ton état d'être. On n'éveille pas quelqu'un par des mots, on éveille par la vibration de notre authenticité. Plus on va vibrer haut, plus on va être authentique et plus l'autre ira vers cet éveil qu'on attend tous. Cinquièmement, donc, travaille sur une neutralité bienveillante. Alors ça, je sais, c'est très difficile, mais si l'occasion se présente, donc sois là sans être en demande. Aime sans attente. Observe sans contrôler. Et si le runner fuit, ne poursuis pas. S'il provoque, ne réagis pas en miroir. Reste présent, doux, douce, mais aligné. Ça veut dire donc que tu es dans une neutralité émotionnelle, c'est-à-dire que tu es là en toute bienveillance, mais tu es dans ton positionnement. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le sacrifice de toi. Tu es vraiment là avec ton cœur et ton âme. Et en même temps, tu ne laisses pas non plus ta porte ouverte à te faire vampiriser par ton runner. Donc ensuite, chez Heure, soit donc ce soutien énergétique. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus haut, travaille ton yin intérieur, apaise ton yang, ton feu émotionnel, essaie de canaliser ton besoin d'intervenir. Parfois, ton silence devient un baume. Donc, amis Chaser, le seul remède au faux self du runner n'est donc pas ce qu'on croit, c'est-à-dire la confrontation. C'est donc la présence authentique de notre polarité, c'est-à-dire une présence libre, ouverte, paisible, sans menace, sans pression et surtout sans attente. Et c'est là que le vrai soi du runner va commencer à s'autoriser à exister. Alors évidemment, ça demande énormément de patience et de travail sur ses propres blessures, parce que sans cela, le runner continuera toujours à fuir. Voilà. Et tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour toi. Donc, pour finir, pour conclure, le masque ne tombe pas sous la force, mais sous l'amour vrai. Le faux self du runner ne joue pas un rôle pour te blesser, ami Chaser, ou te manipuler. Il est là pour le protéger de ses propres blessures et c'est la seule manière de vivre qu'il a connue jusqu'à cette reconnexion. Ce n'est pas un rejet de toi, c'est une peur de se voir soi-même. Et la reconnexion avec sa flamme jumelle lui rappelle qu'il existe autre chose que son faux self. Un espace où il peut enfin poser ses valises en sécurité, sans justification et sans attente. Tu ne peux pas enlever son masque pour lui, mais tu peux devenir celui qui n'en porte plus. Et cette vérité-là est contagieuse. Et ce lien-là, celui que vous partagez, est justement l'occasion, douloureuse soit
mais sacré, de venir à bout de ce masque, pour ne pas dire ces masques, amis chaseurs. Et pas par la force, mais par la vérité d'être. Alors, ne cherche plus à briser son mur, deviens un espace où aucun mur n'est nécessaire. Car l'amour vrai n'est pas celui qui dévoile. Le vrai amour ne force pas, ne contrôle pas, ne pousse pas. C'est celui dans lequel on n'a plus besoin de se cacher. Il attend doucement au bord du masque que l'âme veuille revenir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, surtout, prenez soin de votre flamme intérieure.